Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Instant MEF de décembre 2023. Un grand merci pour votre fidélité, car d'année en année, on reconnaît les visages et c'est très plaisant de vous retrouver. Et un grand merci également pour votre patience sur... Voilà, je ne dénoncerai pas, mais ça a été dit. Ouais. Donc un grand merci à Madame Bachmann d'être présente également. Et puis en fait, allons-y, commençons sur cet Instant MEF dont le sujet, pour changer un petit peu, traitera de la diversité, de la responsabilité sociale en entreprise, pour voir un petit peu où on en est, quelles sont les initiatives qu'on peut retrouver dans le canton, qu'on peut retrouver à Meyrin. Mais avant cela, naturellement, la partie que vous attendiez tous et que vous préférez, c'est la partie institutionnelle. Et donc j'ai le plaisir et l'honneur d'inviter à me rejoindre sur le pupitre Madame Esther Houm, présidente du conseil municipal, et Madame Nathalie Leuenberger, maire de Meyrin, pour une prise de parole en 2 temps. Merci. Mesdames et messieurs, chers invités, les salutations protocolaires n'ayant pas été faites encore, je vais me permettre donc de dire bonsoir à notre conseillère d'État et à notre maire, aux conseillers et conseillers administratifs, aux conseillers et conseillères municipales, à vous tous et toutes présentes ici, à notre cher panel, et vous dire que c'est un honneur de vous recevoir à Meyrin ce soir. D'abord pour le nombre. Cela fait extrêmement plaisir de se dire que vous avez choisi d'être ici, de passer un moment de votre journée avec nous, et que cela signifie que vous portez un intérêt au thème de cette rencontre. À l'heure où un conflit au Moyen-Orient agite l'antisémitisme, l'islamophobie jusque dans notre pays, éprouvons ainsi les valeurs de dignité, de démocratie, d'inclusion, je mesure la préciosité de ce moment, le sens de nous retrouver pour réfléchir ensemble à la place de l'autre, l'autre qui n'est pas moi, l'autre qui est irréductible à ma simple volonté, la place due à chacun, à chacune, du simple fait d'être, la place consentie à l'autre pour que nous puissions exister ensemble, l'envie de cultiver le goût des autres, pour reprendre des paroles de Gabriel Nanchen. De tels moments doivent être multipliés partout, aussi longtemps que nécessaire. Nous sommes ravis, mesdames et messieurs, de vous avoir pour partager celui-ci. En tant que première citoyenne d'une commune de 26 500 habitants, 140 nationalités venant des 5 continents, une place industrielle importante, l'une des plus importantes du canton, Meyrin, the place to be, avait dit la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, ici même lors du Prévacaire. Eh bien, Meyrin, c'est aussi the place to be pour aborder des thématiques importantes sans gueule de bois. Et je salue le choix d'investir le concept de diversité dans cette édition de l'Instant MEF, le premier événement de tout le dispositif Meyrin Economic Forum, à compter autant d'intervenantes. Un panel presque exclusivement féminin. Est-ce la thématique qui est particulièrement propice à générer un instant meuf d'un instant MEF? Le raccourci est tentant, je l'avoue. Cela dit, je célèbre la coïncidence qui fait que 2 femmes sont à la tête de cette commune, juste l'année où l'Instant MEF décide de thématiser la diversité. Je célèbre surtout que ces femmes aient décidé d'habiter la double présidence féminine de cette année avec créativité et de saisir des occasions pour apparaître ensemble comme ce soir, parce que les occasions, il faut encore les saisir pour agir et faire la différence. Aussi, je formule le vœu d'un avant et un après Instant MEF, l'Instant MEF de ce mercredi 6 décembre 2023, qu'après nos échanges ce soir, rien ne continue comme avant, dans nos entreprises, nos associations, nos institutions. Je souhaite que cette rencontre nous dérange, bouscule les habitudes. Je me réjouis de votre participation à ce dérangement. Merci. Attention.
Bien, Madame la conseillère d'État, Mesdames et Messieurs, chacune et chacun en vos titres et fonctions, chers et chers partenaires économiques de Meyrin et de sa région, au nom des autorités municipales, attention, voilà les salutations protocolaires. J'ai le sincère plaisir de pouvoir vous adresser une cordiale bienvenue et puis de nous souhaiter à toutes et à tous un nouvel instant MEF aussi inspirant que possible et aussi constructif que nécessaire. À l'instar de la présidente du conseil municipal, et merci Esther pour ton éloquent message, eh bien j'espère que nous repartirons toutes et tous avec une force de conviction renouvelée pour inclure toujours davantage de diversité dans nos entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Pas seulement parce que de célèbres cabinets d'experts s'emploient à nous faire savoir que 80% des dirigeants considèrent que la diversité procure un véritable avantage compétitif, ou parce que le BIT aurait établi qu'en intégrant une stratégie d'inclusion, les entreprises auraient 60% de chances supplémentaires de voir leurs profits augmenter. Surtout parce que Einstein, mais d'autres aussi, après lui, nous ont bien expliqué qu'il était impossible de résoudre un problème avec le même mode de pensée qui l'a engendré. Et le problème, il est de taille, il est même d'ordre vital. Ici, je vous fais grâce d'une morale politique qui aurait pourtant le devoir de rappeler qu'à la veille de la COP28, malgré de multiples déclarations de l'urgence climatique et autant d'accords stratégiques réputés nous sauver du dogme suicidaire de la croissance infinie, eh bien, force est de constater qu'il ne s'est guère produit de changement radical depuis. Ah pardon, non, c'est pas vrai. Maintenant, le Black Friday, c'est tous les jours de novembre. Et là, eh bien, force est de constater qu'en matière de décolonisation de la pensée qui domine notre manière d'habiter la Terre et l'humanité, il y a encore un certain boulot à réaliser. Et là, c'est mon indignation dont je vous fais grâce, tandis que mon éthique politique devrait m'inciter à nommer l'urgence sociale et le fait qu'il devient chaque jour plus cynique de nous targuer d'un taux de chômage ridiculement bas, sans plus rendre visible la part croissante d'emplois précaires, ni les 30% de la population genevoise âgée de 15 à 65 ans et qui est sans activité rémunérée. Alors, faire le point sur la responsabilité sociétale de nos entreprises, c'est d'abord pouvoir réaffirmer que l'inclusion de la diversité est une clé précieuse qui ouvre les portes de notre évolution positive, à condition de changer notre manière de penser. Désamorcer nos biais cognitifs inconscients et discriminants, comme réguler nos instincts prédateurs, ça demande un travail considérable. Ça se joue d'abord à l'intérieur de soi, parfois avec le sentiment d'aller contre soi, et c'est pénible par endroits, j'en conviens. Néanmoins, résister devant l'effort à produire pour créer un modèle qui soit justement pensé à partir de nos diversités, pour traiter de manière équitable l'ensemble des êtres vivants, jusque dans les processus de gouvernance et de prise de décision, résister à une telle transformation, eh bien, c'est nous condamner à perpétuer cette pensée unique qui a rendu logique le délire de croissance infinie, tandis que ce qui augmente dangereusement, eh bien, c'est l'exclusion sociale et la dévastation de notre environnement. Alors ce soir, avec Madame Oum, nous vous invitons à nous rejoindre dans notre utopie politique, celle de notre idéal de société inclusive et résiliente qui promeut la tolérance comme la non-violence, ainsi qu'une coopération responsable et solidaire comme catalyseur d'innovation pour réaliser ensemble l'avenir digne et durable auquel nous aspirons. Vous trouvez peut-être que notre utopie manque de réalisme ? Eh bien, sachez qu'ici, elle est largement partagée et qu'alliée à l'intelligence collective que nous cultivons en stimulant la participation citoyenne mérinoise, eh bien, nous avons tendance à penser que nos idées sont sensées et que nous avons le devoir d'agir pour changer la réalité de notre quotidien et celle des futures générations. Que grâce à cette intelligence collective, eh bien, nous avons notamment fondé la Comète, qui s'associe dorénavant au projet de revenu de transition, idem pour la réalisation d'une légumerie en partenariat avec notre coopérative d'agriculture urbaine et qui s'apprête à fournir nos cuisines scolaires, gérées par Eldora, en légumes bio de saison et locaux.
L'inclusion de la diversité, couplée à notre responsabilité sociétale, ce n'est pas un slogan. C'est une force puissante qui guide notre progression vers la résilience dont notre civilisation et les générations futures ont urgemment besoin. Pour nous immerger dans cette pensée inclusive, je suis heureuse d'accueillir les brillantes sources d'inspiration qui ont accepté d'animer et de participer à cette table ronde qui va suivre. Par avance, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour vos précieuses contributions. Et puis à vous, madame la conseillère d'État, chère madame Bachmann, merci de tout cœur d'honorer cet instant MEF par votre présence. Nous sommes nombreuses à nous réjouir de pouvoir écouter votre allocution. Merci à toutes et à tous. Madame la Présidente, Madame le maire, merci pour cette intervention. Nous nous réjouissons de vous retrouver pour le mot de conclusion à la fin. Et c'est avec grand plaisir que j'appelle Madame Bachmann à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci, mesdames, pour vos interventions engagées. Le monde politique a parfois aussi besoin d'interventions colorées, comme les vôtres, pour rappeler la réalité du monde dans laquelle on vit. Mesdames et messieurs, chers et chers élus, laissez-moi vous saluer brièvement en vos titres et fonctions, puisque les salutations protocolaires ont été tout à fait bien effectuées de manière originale, ça me change. Alors, je suis évidemment très heureuse d'être à Meyrin parmi vous en ce début de soirée. J'ai passé mon après-midi avec les lauréats des commerces genevois. C'est la 10e édition des prix du commerce aujourd'hui. Et cela a été pour moi l'occasion de constater une nouvelle fois l'importance de l'entreprise comme étant une opportunité de diversité et d'inclusion. C'est la thématique que vous avez choisie ce soir, qui va se prolonger tout à l'heure avec une table ronde. Sachez que c'est aussi une question qui est primordiale pour l'ensemble du Conseil d'État. Et nous l'avons encore rappelé la semaine dernière lors de la présentation de notre programme de législature, une feuille de route qui nous engage pour les 5 prochaines années. Concrètement, en tant que ministre de l'économie et de l'emploi, je m'engage avec l'ensemble de mes équipes, en particulier la promotion économique, à fournir le soutien et l'accompagnement nécessaires aux entreprises pour qu'elles puissent relever les défis majeurs auxquels elles sont confrontées. 2 défis à souligner, la transition numérique et l'intégration des pratiques durables dans les modèles d'affaires. Alors, sans vous faire un catalogue d'actions qui ne vous passionnera pas, je tiens toutefois à insister sur 2 axes. Le premier, et c'est un de nos grands challenges en termes de durabilité, sera l'application de la nouvelle loi fédérale sur le climat, et en particulier ses ordonnances. Elles auront un impact direct sur nos entreprises qui devront répondre à de nouvelles exigences, notamment en termes de bilan carbone. J'entends que mon département puisse aider les PME de notre territoire dans cette démarche. Il s'agit d'informer, de former et d'accompagner les acteurs de notre tissu économique. Mais la responsabilité sociétale des entreprises dépasse largement cette seule dimension environnementale. Et c'est pourquoi je tenais aussi à vous parler d'un autre enjeu essentiel auquel je tiens particulièrement, et celui de mes services comme l'Office cantonal de l'emploi, qui est représenté ce soir par son directeur, notamment M. Charles Barbet. C'est la question de l'employabilité. L'employabilité, c'est quoi ? C'est l'aptitude de chacune, de chacun, non seulement à conserver un emploi, mais aussi à progresser au travail et à s'adapter aux changements tout au long de sa vie professionnelle. Pour chaque employeur, le développement de l'employabilité de leurs salariés relève de la responsabilité sociale de l'entreprise pour préparer l'avenir. L'objectif est aussi simple, une meilleure corrélation entre les compétences recherchées par l'économie et celles qui existent sur le marché de l'emploi pour répondre aussi à une pénurie de main-d'œuvre grandissante. Parmi les projets concrets qui verront le jour pendant cette législature, nous pouvons citer la refonte du dispositif des emplois de solidarité pour ne laisser personne au bord du chemin en renforçant les passerelles sur le marché du travail ordinaire, mais pour aussi créer de nouveaux postes en insertion pour les personnes en fin de droit au chômage ou émargeant à l'aide sociale. Permettez-moi maintenant un instant de terminer mon intervention en évoquant quelques considérations plus personnelles, puisque la thématique de l'inclusion et de la diversité m'a particulièrement marquée. Depuis que j'en suis en poste au gouvernement genevois, j'ai souvent été interrogée sur mon statut de femme, sur mon statut
de jeune, enfin quoique tout est relatif, mais enfin on me considère encore comme relativement jeune pour siégeant dans un exécutif. Et cela fait évidemment écho aux propos de mes prédécesseurs, mais aussi à ce qui va être abordé. Alors c'est vrai, peut-être que mon âge est un peu inhabituel. Ma première formation aussi, je suis infirmière. C'est rare de devenir conseillère d'État quand on est infirmière. Alors c'est vrai que je dois souvent me justifier. Rappeler que j'ai de l'expérience, 15 ans d'expérience professionnelle. Rappeler que j'ai été députée durant 7 ans au Parlement et que j'ai travaillé à la direction d'un grand groupe médical avant de devenir conseillère d'État. Alors oui, comme femme, eh bien on doit souvent, probablement plus s'affirmer que si j'étais peut-être un homme grisonnant, même si j'apprécie de travailler avec chaque mâle grisonnant qui m'entoure. Mais comme vous le savez, le gouvernement genevois est à majorité féminine depuis les dernières élections d'avril dernier, et je dois avouer que cela crée aussi une proximité et une solidarité, quelles que soient nos couleurs politiques. Le principe d'égalité homme-femme est inscrit dans la Constitution fédérale depuis 42 ans. Là, ça peut paraître long, mais c'est quand même au regard de l'histoire de l'humanité relativement récent. La discrimination des femmes dans le cadre professionnel est interdite depuis 27 ans, donc plus jeune que moi, et le congé maternité depuis 19 ans. Récemment, mais très récemment, un congé paternité. Alors malgré ces progrès, eh bien, force est de constater que les inégalités persistent. Faute de place en crèche, ou alors, quand on en a une, elles sont relativement chères, malgré de larges subventions communales qui sont à souligner, eh bien, l'arrivée d'un enfant au sein d'un couple pousse souvent l'un des deux conjoints à diminuer son taux de travail ou interrompre, momentanément, ou parfois pour plus longtemps, sa carrière professionnelle. Et cette cassure dans le parcours, c'est encore trop souvent les femmes qui l'assument, parce qu'elles gagnent moins, parce qu'elles travaillent à pourcentage moins élevé. Et ce n'est pas sans conséquence. Difficulté à revenir sur le marché de l'emploi qui évolue rapidement, faible cotisation au deuxième pilier. Il est à relever que beaucoup d'employeurs du canton permettent une diminution temporaire du taux d'activité et que progressivement, miracle, des aménagements d'horaires pour les jeunes mères, mais aussi pour les jeunes pères, à qui il est important de donner la place qu'ils souhaitent dans la cellule familiale, eh bien, sont créés. Malheureusement, les stéréotypes commencent tôt. Alors, je dis souvent que je ne suis pas certaine qu'un nouveau-né garçon soit passionné pour le crétacé au moment de sa naissance, ou pareil pour une petite fille dans son rapport à la licorne ou à la princesse. Et je dois avouer que le travail est encore long pour arriver à casser ces stéréotypes-là, et pour lutter contre cette orientation professionnelle aussi qui peut être genrée. Je dis souvent que probablement que si on avait 50% de femmes qui travaillaient dans les métiers du bâtiment, probablement que beaucoup de jeunes femmes s'imagineraient peut-être plus faire carrière dans le bâtiment. Et je salue les initiatives qui sont portées par l'État, mais aussi par de nombreuses entreprises, comme la Journée Future en tout genre, qui permettent de décloisonner et de découvrir des professions. Et puis, malheureusement, l'accès à certains postes, le plafond de verre, comme on l'appelle, on retrouve encore certaines discriminations. J'en ai été personnellement témoin, en tant que mère à qui on a régulièrement demandé comment j'allais faire, qui s'occuperait de mes enfants. Comment est-ce qu'on fait pour combiner deux activités? Est-ce que vraiment on va réussir à tout combiner? D'ailleurs, je pense que probablement que certains hommes apprécieraient qu'on leur pose aussi la question au passage. Et puis alors, quant aux fois où l'école appelle quand ils sont malades, j'ai l'impression qu'ils n'ont que mon numéro de téléphone, mais j'ai réglé le problème parce que j'ai changé de numéro de téléphone, mais j'ai laissé l'ancien sur les fiches. Donc comme ça, plus de problème. Depuis que je suis conseillère d'État, l'école ne m'atteint plus. C'est encore plus simple. Alors oui, il y a des efforts qui sont consentis par l'État. Oui, il y a des efforts qui sont consentis par de nombreuses entreprises qui non seulement sensibilisent leurs collaboratrices et collaborateurs à combattre les discriminations liées au genre, mais qui le perçoivent aussi comme une opportunité pour la compétitivité et la performance de leurs entreprises. Alors en tant que ministre de l'économie et de l'emploi de ce canton, je m'engage pour améliorer la place des femmes dans l'économie et leur permettre de faire valoir leurs compétences dans un monde professionnel plus inclusif et plus diversifié. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle suite de programmes. Je vous dis, en espérant que je bénéficierai toujours d'une invitation, malgré mes propos quelque peu provoquants, l'année prochaine, pour l'instant MEF, dans ce très joli endroit. Je dois malheureusement retourner aussi à la cérémonie anniversaire des prix du commerce genevois qui se tiennent dans pas longtemps à l'école hôtelière. Je vous souhaite une magnifique soirée et à très bientôt. Un grand merci à vous, Madame la conseillère d'État.
J'ai très envie de partager avec vous ma passion pour les licornes, mais il me semble qu'on a plus intéressant que ça tout de suite. Et j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Marie-Ève Musy, qui va être notre animatrice pour la soirée. Marie-Ève qui a à peu près tous les talents, qui est actrice, qui est animatrice, qui est journaliste, et qui d'ailleurs anime aussi un podcast sur Radio Bascule, qui est aussi un petit peu mérinois, donc c'était intéressant de le soulever. Marie-Ève, c'est à toi. Merci beaucoup, Adrien Forer, pour cette introduction. Effectivement, l'émission s'appelle Midi Bascule, si jamais. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que ces discours vous ont donné la pêche. En tout cas, c'est le cas en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, spécialement pour aborder cette thématique-là. Et j'ai appris énormément de choses sur la responsabilité sociétale des entreprises en préparant la discussion, notamment à commencer par le fait que la RSE, qu'on présente souvent comme une nouveauté des 15 dernières années, date en fait des années 50. Donc voilà, 70 ans après son apparition, effectivement, ça me semble être une belle idée de faire le point et voir où nous en sommes. Alors, comme toujours dans l'instant MEF, on vous propose de participer de plusieurs façons. Évidemment, il y aura le moment pour poser vos questions en fin de discussion. Il y aura des micros qui circuleront dans la salle. Mais il y a également l'application Slido. Alors, certains ou certaines la connaissent déjà, clairement. Je rappelle que soit vous pouvez scanner le QR code avec votre téléphone portable, ou alors vous pouvez aussi aller sur slido.com et inscrire le chiffre qui se trouve après le hashtag. Pour répondre à cette première question, pensez-vous que favoriser la diversité ait un impact positif sur la pénurie de main-d'œuvre? Alors, pour l'instant, ça m'a l'air plutôt bien parti. On a des absolument. Peut-être que pas tout le monde n'a encore eu le temps de participer au sondage. J'en profite. Oui, non, ça a l'air d'être plus ou moins stabilisé. Non, je ne pense pas. Moi, je serais curieuse en fait d'avoir le détail du non, je ne pense pas, peut-être pendant l'instant prévu pour les questions, en fin de discussion. Mais voilà, en tout cas, on part d'un point de vue très positif pour cette table ronde et je m'en réjouis. On avait prévu une présentation pour inaugurer cette table ronde de Alessandra Cencin, qui est chargée de projet au Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences. Elle aurait dû venir pour nous faire une présentation d'une quinzaine de minutes. Malheureusement, elle est malade. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot puisque Adrien Forer a décidé de récupérer les slides et de faire une présentation plus ou moins improvisée, il me semble. On peut applaudir le courage. On peut applaudir le courage. Alors, je crois que la phrase, c'est « promettre beaucoup, délivrer peu », hein, c'est ça, ou l'inverse? Et très naturellement, j'ai effectivement gardé 2 slides. Vous en tirez les conclusions que vous voudrez. Et il était absolument évident que pour parler de cette question de la formation professionnelle initiale dans les domaines d'études et de faire un comparatif années 90, année 2021 sur une dimension du RSE et de la diversité qui est la relation, enfin la différence entre hommes et femmes, hein, puisqu'il y a d'autres thématiques dans le sujet, je pense qu'il était absolument important que ce soit un mâle blanc, cisgenre, cinquantenaire en position de pouvoir qui vienne vous le présenter. Donc, c'est fait. Ce qui est intéressant malgré tout, c'est de se rendre compte que dans les années 90, la plupart des carrières qui étaient embrassées par les femmes étaient plutôt des carrières qui étaient soit artistiques, soit dans le commerce, soit dans les services sociaux, les domaines sociaux. Donc vous voyez, santé, services aux particuliers. Évidemment, vous pourrez voir que le domaine informatique, qui aujourd'hui a pris une place prépondérante dans nos activités, n'est pas du tout incarné. Et à votre grande surprise, eh bien, ça n'a pas beaucoup changé en fait. Il est intéressant de voir que oui, effectivement, vu l'essor des activités informatiques, on a un 7,3%. Alors, il faudrait peut-être que je connaisse l'échelle, mais en tout cas, on a une montée sur la partie des métiers informatiques, mais dans la réalité, on retrouve toujours les mêmes domaines d'art, commerce, santé, services sociaux, services aux particuliers. Et les métiers, comme le soulignait Madame Bachmann, du bâtiment ou les métiers d'architecture, d'agriculture, d'industrie, restent encore sous-représentés auprès des dames. Voilà.
Ça lance déjà, à mon avis, le débat. C'était un point d'accroche. Évidemment, je ne pourrais pas remplacer Mme Chenchin, qui, elle, avait quand même beaucoup plus de slides. Mais je pense que ça te permet de rebondir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour d'avoir pris à la relève les slides. Donc voilà, la couleur de ce qui va suivre est annoncée. On a quelques chiffres. Sur le plateau sont réunies 2 entreprises plus ou moins grandes et 2 associations qui ont été choisies avec grand soin par Denis Wechter. Alors, la discussion va se dérouler de cette façon. Nous allons découvrir quelles actions ont été mises en place par ces associations, quels problèmes leurs responsables doivent relever et également les prochaines étapes qui sont esquissées pour faire bouger les lignes. Nous allons aussi voir dans la société quelles sont les évolutions actuelles. Et je propose qu'on commence en faisant un tour d'horizon des différentes diversités, puisqu'il en existe de plusieurs sortes. Alors, la diversité du genre a été évoquée avec les slides, mais il existe aussi évidemment la diversité de l'âge, la diversité ethnique, l'orientation sexuelle ou encore la provenance de classe, entre autres. Je propose donc qu'on fasse connaissance avec notre panel en utilisant à chaque fois une diversité. On va commencer avec Lynn Berthollet. Elle a cofondé en 2018 Epicène, une association qui soutient et défend les intérêts des personnes transgenres. Alors, son champ d'action est large. Il porte autant sur le plan médical que sur les démarches administratives. Aujourd'hui, on se focalise vraiment sur ses œuvres dans l'univers professionnel. Lynn Berthollet, quel manque dans le monde du travail suisse vous ont poussé à créer Epicène? Alors, si on prend le monde du travail, c'était la constatation que, bon, d'abord, moi, j'ai perdu mon emploi après ma transition, puis que j'étais de loin pas la seule. Et en creusant un peu, de se rendre compte que le taux de chômage chez les personnes transgenres est 6 fois plus élevé que chez les personnes qu'on dit cisgenres, c'est-à-dire qui se sentent parfaitement à l'aise avec le sexe qu'on leur a assigné à la naissance. Donc, pour ce domaine-là, effectivement, c'était une des raisons de créer Epicène. On est effectivement sous une forme juridique d'association, mais on dit qu'on est plutôt une entreprise dans l'entrepreneuriat social, puisqu'en tout cas pour l'instant, on n'a pas de subvention fixe. On vit de nos projets, y compris des formations qu'on donne sur les biais inconscients ou les stéréotypes, en entreprise, publique ou privée d'ailleurs. Donc voilà, pour le monde du travail, c'était ça. Après, comme vous l'avez relevé, il y a la question de la misère médicale pour les personnes trans en Suisse, puisqu'il n'y a aucune obligation de se former pour des chirurgiens qui nous opèrent, alors que vous avez cette obligation qui existe pour la main, pour l'appendicite, etc. Mais pour faire des vaginoplasties, on ne demande rien de spécial à un chirurgien. Donc Au niveau de on va rester dans le monde du travail. Au niveau de la législation suisse, est-ce qu'il y a des mesures de protection ou peut-être dans d'autres pays plus avancés? Est-ce que, par exemple, dans certains pays, il serait interdit de licencier une personne qui a fait une transition ou il n'existe aujourd'hui rien du tout? En Suisse, il n'existe rien. Donc ça, c'est clair. C'est le code des obligations pour le secteur privé. C'est le code des obligations, point barre. En Angleterre, il y a une protection, effectivement, pour les personnes qui font une transition. Elles ne peuvent plus être licenciées en raison de leur transition, mais disons qu'on va dire que la jurisprudence a pris une certaine largesse avec l'interprétation de « en raison de la transition », parce que sinon, ça serait trop facile de dire pour des raisons économiques, on vous licencie après une transition, mais ce n'est pas la transition en tant que telle. Donc oui, l'Angleterre, par exemple, c'est un des pays qui protège. Par exemple, en France, il n'y a rien. Pourtant, on cite souvent la France comme étant trop rigide au plan de la protection des travailleurs, mais il n'y a rien non plus. Voilà. Donc il faut savoir qu'en Suisse, c'est 6 fois plus de chômage. Et puis, malheureusement, c'est pour les personnes transgenres environ 40% des personnes qui sont à l'aide sociale ou dans le système d'aide sociale. C'est insupportable, quoi. Parce que la plupart d'entre elles, ce n'est pas un choix. Donc c'est vraiment une conséquence de leur transition. On va parler de vos interventions en entreprise un peu plus tard. Pour l'instant, on reste sur notre lignée des diversités. Juste à côté de vous, nous avons Laurent Pin qui travaille pour Eldora. Cette entreprise emploie plus de 1800 collaborateurs et collaboratrices. Elle travaille dans la restauration des collectivités et tient aujourd'hui la position de premier restaurateur
en Suisse romande. Laurent Pin est responsable impact positif. On reviendra plus tard sur cette dénomination. Pour l'instant, j'aimerais aborder un type de diversité qui n'a pas encore été cité, celui des personnes en difficulté pour le retour à l'emploi. Eldora a un projet RSE avec ce groupe de personnes. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors oui, au sein de notre comité RSE, on a créé un groupe de travail justement pour se rapprocher des organisations dans les cantons et puis d'essayer d'aider les gens à revenir à l'emploi. Cette année, on a une quarantaine de personnes et sur ces 40 personnes, 60% étaient justement, dont l'objectif c'était de revenir à l'emploi. Des personnes en difficulté. En fait, le projet est plus large encore que ça. On parle de personnes en difficulté ou de personnes différentes. Mais en difficulté, ça veut dire que ça englobe pas uniquement... Il y a quoi derrière le mot difficulté ? Derrière le mot difficulté, il peut y avoir des maladies génétiques, par exemple. On se rapproche d'associations et l'idée, c'est de construire des formations, d'adapter des postes pour que des gens qui ont aussi des handicaps puissent intégrer les restaurants. Et puis, difficulté, c'est le retour à l'emploi. Ça peut être des gens qui n'ont plus de soutien financier, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et puis, on va essayer, à travers des formations à nos métiers, à leur remettre le pied à l'étrier. Je pense que le travail, c'est le premier moyen de redonner de la dignité aux gens. Et voilà, c'est notre objectif dans ce groupe de travail. Merci. On va passer à la diversité ethnique avec l'association Singa. Élodie de Brito dirige Singa Suisse. C'est une association donc, qui accompagne les personnes réfugiées et migrantes dans leurs projets entrepreneuriaux. Cette ONG a vu le jour en 2016. Pour commencer, est-ce qu'on pourrait avoir quelques chiffres ? Par exemple, le taux d'emploi des personnes issues de l'immigration. Donc, merci, bonsoir à tous. Donc ça, c'est vraiment le constat pour lequel Singa existe. Un des constats qu'on a eu au début et qui est toujours le cas, c'est qu'on a un taux d'emploi aujourd'hui des personnes réfugiées avec un permis B, par exemple, très très bas. On est presque moyenne nationale autour des 60%, avec Genève en top, avec plus du 30%. Même chose pour les personnes ayant le permis F, qui sont en âge de travailler. Aujourd'hui, on est très grande majorité de ces personnes-là sont sans emploi. Et puis, quand on parle peut-être de personnes qui sont arrivées plus récemment, des permis S, donc des personnes originaires d'Ukraine, là, on est toujours, après à peu près une année et demie, 2 ans, à plus de 90% de personnes sans emploi aujourd'hui qui pourraient travailler. Donc c'est vraiment un constat qui reste et c'est l'une des raisons pour laquelle Singa existe. C'est pour donner une alternative et montrer qu'on peut inclure les personnes réfugiées et migrantes à travers l'entrepreneuriat. Devant quelle barrière ces gens se trouvent-ils quand ils cherchent un emploi en Suisse ? Donc typiquement, les personnes qui viennent et que nous accompagnons, c'est des personnes hautement qualifiées, souvent, qui cherchent un emploi en Suisse depuis 5-6 ans, sans résultat, ou parfois les emplois auxquels ils ont accès ne sont pas à la hauteur des compétences. Donc nous, on a des anciens médecins, des anciens ingénieurs, 40% aussi des personnes ont été entrepreneurs dans leur pays. Et puis, quand elles arrivent en Suisse, il y a toute une série de choses qui doivent être faites, donc ça prend du temps, l'apprentissage de la langue bien sûr, mais aussi le manque de reconnaissance des diplômes. Et puis aussi, on constate beaucoup en fait, qu'on doit reprendre aussi confiance, donc la confiance professionnelle qui prend vraiment un coup, et le manque de réseau. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on passe beaucoup de temps à travailler aussi, parce qu'il faut se reconstruire son projet, et puis reprendre confiance aussi dans son potentiel professionnel. À côté de vous, l'une des entrepreneuses suivies par l'incubateur Singa, Raba Oumam, bonjour. Bonjour. Bienvenue. On viendra sur votre parcours tout à l'heure, mais je vais finir mon tour de table avec les diversités, puisqu'il me reste encore à aborder la diversité de l'âge. Avec Annick Rivkin, elle a fondé et dirige eSkills, une agence qui conçoit et réalise des contenus de formation e-learning. La société a été créée en 2012 et elle emploie actuellement 7 personnes. Annick Rivkin, auparavant, vous aviez travaillé pendant 12 ans pour une grosse entreprise. Et quand on préparait cette discussion,
vous m'avez avoué que vous aviez en fait créé votre propre structure à cause de l'agisme. Est-ce que vous pouvez développer? Oui, absolument. Ça fonctionne? Allez-y, oui, je crois. Ils vont en régler de toute Bonsoir. façon. Donc, il y a 12 ans, j'approchais de 40 ans. Je travaillais dans une grande entreprise, j'avais un poste confortable, un bon salaire, je m'ennuyais un peu, j'étais très attirée par l'entrepreneuriat, mais je n'osais pas sauter le pas. Je me disais, oh là là, j'y arriverai jamais toute seule. Et dans cette entreprise, chaque fois qu'il y avait une nouvelle stratégie, il y avait une grande vague de licenciements. On appelait ça made redundant. On rendait les gens redundant. Et très souvent, c'était des gens qui étaient choisis comme ça dans un département. Dans chaque département, on enlevait quelques personnes. C'était souvent les plus âgés. Dans un département proche du mien, il y avait un homme brillant qui travaillait, très sympathique, qui venait de ramener un super contrat de Russie. Et du jour au lendemain, à 50 ans, il a été licencié. Et là, je me suis posé la question. Je me suis dit, à l'époque, j'étais encore mariée, mais mon ex-mari ne travaillait pas, j'ai des enfants, puis je me suis dit, le jour où ça va m'arriver, à 50 ans, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de travailler. Donc, j'ai pris la décision de devenir responsable de ma vie professionnelle et de créer mon entreprise pour ne pas être mise dehors à cause de mon âge. C'était une solution comme une autre, il me semble. Laurent Pin, votre expérience dans la direction d'entreprise est riche. Avant de travailler pour Eldora, vous avez, durant 32 ans, été CEO de groupes industriels, puis vous avez travaillé en tant que consultant en développement durable. Qu'est-ce qu'on peut faire, à part créer sa propre structure contre l'agisme? Vous avez d'autres idées? Alors, contre l'agisme, il faut être un peu inconscient parfois, et je crois que c'est un bon exemple. Oui, c'est difficile d'être confronté à ça. Moi, c'est arrivé, c'était un choix. Hein, j'ai fait un choix après une longue carrière à des postes de dirigeant. Mon objectif, c'était autre chose, c'était d'avoir un impact positif par ma vie, par mon travail. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Je cherchais vraiment l'impact et avec Eldora, c'est intéressant puisque c'est un impact entre le champ jusqu'à la santé humaine. Donc on est vraiment dans un champ d'impact le plus intéressant possible, je pense, pour le domaine de la RSE. Vous avez été confronté à un manque d'équilibre entre les genres lorsque vous étiez CEO dans le domaine de la mécanique de précision. Vous souhaitiez augmenter le nombre de femmes en poste, mais c'était impossible par manque de candidates. On l'a vu sur les slides un peu plus tôt. Si je reprends le chiffre de la filière de formation en 2021 du domaine ingénierie et technique, on trouve seulement 7,3% de femmes. Dans la restauration, le problème peut être un peu moins prononcé, mais est quand même pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire à la contre? Alors, dans la restauration, c'est un tout petit peu différent. Dans la mécanique de précision, c'est vrai qu'atteindre la diversité, il faut aussi que les femmes rentrent dans la filière pour qu'on ait à la sortie quelque chose. Chez Eldora, on a une parité de 43% de femmes et 57% d'hommes, donc on a une parité qui est très correcte. Par contre, quand on regarde en détail, les postes de manager, on n'est plus qu'à 18% de femmes. Et c'est là où il y a un problème, et c'est là où il faut qu'on se concentre. Pourquoi? Parce que sur les postes à responsabilité, comme chef de restaurant, ce sont des postes qui sont très exigeants sur les horaires, et il y a très peu de femmes qui rentrent sur les postes de manager. Alors, chez Eldora, c'est un peu différent, parce qu'on ne travaille pas le soir en général, donc on a des horaires très adaptés pour les femmes, et on aimerait qu'il y ait plus de femmes qui rentrent dans la filière de restauration, pour augmenter notre parité. Juste, quand vous dites on ne travaille pas le soir, ce sont des horaires pour les femmes, j'ai du mal à comprendre. Vous pourriez clarifier? En général, dans les restaurants d'entreprise, on ne sert qu'à midi. Notre service, il commence vers 7h le matin et à 14h, c'est fini. Oui, mais ça veut dire que... pourquoi est-ce que les femmes devraient être plus du soir? Parce que ce n'est pas l'habitude de la filière, si vous voulez. La filière, le restaurant commercial, lui, il sert à midi et le soir. Et nous, on a la particularité d'avoir des horaires qui sont qu'un service par jour. Mais néanmoins, ils n'entrent pas dans la filière par peur des habitudes de toute cette filière. Ils ne rentrent pas assez de femmes en tant que manager. Au niveau de la formation, vu qu'il
il s'agit aussi de s'attaquer aux formations. On va revenir vers Singa. Vous proposez aux réfugiés et migrantes qui en ont besoin 2 programmes différents, l'incubateur et l'accélérateur. Est-ce que vous pourriez nous détailler leur contenu ? Oui, bien sûr. Donc, Singa, on a vraiment la chance de travailler avec une énorme communauté de volontaires. Donc, on organise des ateliers, du mentorat et puis des sessions individuelles. Et puis, on était surtout connus pour notre incubateur. Donc, c'est vraiment des personnes qui viennent avec une idée, mais il leur manque un réseau et des outils pour la concrétiser et aussi étudier le marché. Donc, est-ce que mon idée est viable en Suisse ? Comment je dois l'adapter ? Comment je peux être conseillée et comment je peux rencontrer mes premiers clients ? Donc, c'est vraiment ces choses-là qu'on cible. Et puis, petit à petit, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient un peu plus avancées, toujours avec... dans notre groupe cible, qui avaient soit déjà leur entreprise ou qui avaient déjà fait une étude de marché. Et puis, c'est comme ça qu'on a développé un accélérateur vraiment destiné aux entrepreneurs qui ont déjà une entreprise qu'on a fait. En fait, on a fait le pilote cette année avec des partenaires comme la Haute École de Gestion de Genève, la Fondetech et puis aussi Deloitte, Suisse. Donc, c'était aussi pour leur permettre d'avoir un impact plus grand dans leur société. Et Rabat Oumam, vous êtes en train de créer votre propre entreprise, Nouri, qui est une société, c'est une marque donc, de cosmétiques naturels inspirée de secrets beauté yéménites. Si vous deviez choisir une étape clé dans la création de votre entreprise ou une rencontre décisive qui a eu lieu par l'intermédiaire de Singa, laquelle serait-ce ? Je pense on a fait beaucoup de décisions avec Singa, mais la plus importante étape, c'était le kick-off, c'est-à-dire qu'on a commencé le point de départ. Ok. Le kick-off, c'est le point de départ. Oui. C'était en fait, parce quand on a commencé, on ne sait pas comment on fait, on n'a pas beaucoup des informations. C'était vraiment difficile, mais avec Singa, c'était vraiment plus clair pour nous et on a allé étape par étape vers créer un projet. Et alors, parmi les personnes qui suivent le programme d'incubateur, durant les premiers mois du programme, vous en avez qui trouvent des emplois chez d'autres personnes. Du coup, ils étaient partis pour créer leur propre société et finalement, ils sont embauchés ailleurs. Qu'est-ce que Singa leur donne qui leur manquait auparavant ? Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que pour nous, à Singa, le succès, il y a plusieurs succès, si vous voulez. Donc on sait qu'aujourd'hui, 3 personnes sur 10 qui sont soutenues vont fonder leur entreprise, mais on a aussi 2 personnes sur 10 qui vont trouver un travail. Et on a typiquement le cas de personnes qui sont en recherche d'emploi depuis plusieurs années, qui ont ce projet. Et puis en fait, ça les remet dans une selle d'experts, leur propre projet, leur propre idée. Et puis en fait, dans les 2 premiers mois du programme, elles doivent faire une étude de marché et sortir 30 interviews avec des inconnus. Donc en fait, elles vont toquer aux portes avec leurs questions. Et puis en fait, ça crée des opportunités. Et en fait, elles ne sont plus en train de demander, mais elles sont en train de proposer des solutions. Elles ont des questions. Elles sont vraiment aussi dans cette proactivité de créer du réseau, des connexions. Aussi, on travaille beaucoup sur comment on crée son réseau en Suisse, qu'est-ce que c'est la culture aussi professionnelle en Suisse. Et donc tout ça, ça fait que la personne, elle est vraiment dans des choses très, très concrètes sur un projet qui la passionne. Et donc, ça ouvre des portes. Donc Singa parvient à changer les employés. Lynn Berthollet s'attaque quant à elle aux organismes employeurs. Parmi les interventions que vous faites en entreprise avec Epicène, à quel genre de situation ou de réticence vous faites face ? Quelles sont les incompréhensions que vous retrouvez le plus souvent lors de vos interventions ? Alors, le plus souvent, je ne sais pas si c'est le plus souvent, mais ça arrive quand même assez souvent. Tout à l'heure, Madame Bachmann a parlé des stéréotypes. Donc, moi, je parle des stéréotypes ou des biais inconscients dans les processus de recrutement et les processus d'évaluation et les processus de nomination. Dernièrement, dans un département d'une grande collectivité publique romande, dont je tairai le nom parce qu'elle aurait honte, un des cadres, je ne forme que des cadres, un des cadres me dit « Mais en fait, les biais inconscients, ça n'existe pas, madame. En fait, depuis toujours, l'homme a été supérieur à la femme. Regardez
regardez, en sport, il y a des catégories hommes et femmes parce que sinon les hommes gagneraient tout le temps. Et je lui ai dit, c'est très intéressant, pour tenir le poste que vous avez besoin de courir le 100 mètres en 11 secondes. Et c'était quand même quelqu'un titulaire d'un doctorat d'une université suisse, une 50aine d'années, qui est dans un poste de recruteur, parfois. Et malheureusement, on se rend compte que les biais inconscients, ils ont ce mot dans leur définition, ils sont inconscients. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à admettre. Alors moi, je fais faire le test assez connu de l'université de Harvard sur ce qu'on appelle le test des biais implicites. Et les gens découvrent, y compris un conseiller d'État que j'ai mentoré sur la question féminine, découvrent que malgré ce qu'ils croient, ils ont des biais inconscients. Moi, j'en ai un aussi que j'aime pas chez moi, mais qui existe. Pas par rapport aux gens, mais par rapport à une autre dimension de la diversité, et donc sur lequel je travaille et pour lequel je fais beaucoup attention. Et c'est à partir de là que je démarre. Parce qu'effectivement, moi, je ne crois pas ni au gène de la violence, ni au gène de l'aspirateur. Et je pense que tout ça est construit et pas seulement moi, hein, enfin, c'est la science qui le démontre. J'entends, l'homme n'est pas par nature violent, c'est parce qu'il est plus violent que la femme. Malheureusement, si on prend un simple exemple, c'est 90% des homicides dans un couple. Quand je dis homicide, c'est au sens soi-disant, c'est des féminicides. Et voilà, donc c'est pas que l'homme soit plus violent par nature, c'est parce que la culture nous pousse à ça, à être le petit chevalier, à occuper l'espace, etc. Et la femme à être la petite princesse, la petite licorne, la petite, etc. Et même aujourd'hui qu'on est relativement conscient de ça, malheureusement, on se rend compte que c'est encore beaucoup. Allez, maintenant que c'est bientôt Noël, allez chez Jouet Weber ou dans un grand magasin, puis regardez la couleur des jouets, c'est rose pour les filles, bleu pour les garçons. À 90%, c'est comme ça encore aujourd'hui. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à essayer de faire réfléchir les gens, y compris les femmes, sur leur propre biais. Moi, comme vous le savez, j'ai fait un parcours. Et je suis choqué parfois des réactions des femmes qui se soumettent un peu automatiquement. Je vais citer une anecdote. Il y a quelques années, enfin il y a 3 ans, je me suis occupé pour Le Temps du cahier de l'été sur la question du genre. Et j'ai demandé à une femme médecin remarquable, qui est passée il n'y a pas très longtemps à la radio, qu'elle écrive quelque chose sur le genre en médecine. Et puis elle me dit, ah non, je suis pas la bonne personne et tout. Puis je lui dis, mais tu es en train de revoir toutes les fiches d'examen de toutes les universités suisses pour les dégenrer, pour plus que ça soit le médecin et l'infirmière. Et puis quand le patient a mal à quelque part, si c'est psy, c'est une femme, puis si c'est physiologique, c'est un homme, parce que, enfin voilà. Puis elle me dit, non, mais je suis pas la bonne personne. Puis à la fin, je dis, bon, écoute, puis si tu veux pas, mais je te pose encore juste une question. Si tu étais un mec, tu dirais non? Puis il me dit, ah ça c'est salaud comme question. Mais okay, très évocateur, effectivement. Dans cette société patriarcale, Annick Rifkin, vous faites figure d'exception. Lorsque je vous ai demandé quelle était la charte RSE de votre entreprise, est-ce que son application était difficile? Vous m'avez répondu qu'elle n'existait pas. Pour vous, c'est naturel de ne pas faire de différence entre les gens. Avant une origine ethnique ou un genre, vous choisissez une personne. Alors, je suis très curieuse. Quelles sont les diversités présentes au sein d'e-Skills et quelles qualités recherchez-vous chez un ou une employée? Oui, alors c'est vrai que c'est une longue question chez nous. On choisit quelqu'un parce que la personne brille, parce qu'elle a envie de s'engager, parce qu'elle est passionnée par le métier. Moi, je ne regarde pas non plus les années d'études ou le CV, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'engager des gens qui vont avoir plaisir de travailler sur les projets que nous confient nos clients. J'ai envie qu'il y ait ce côté hyper stimulant quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Donc, je choisis des profils qui montrent une certaine passion pour leur métier, un sens de l'éthique aussi, ça c'est très très important, qui aiment le partage, qui aiment. C'est vrai que on est une petite société, donc on est beaucoup dans l'entraide, et c'est important de ne pas jouer solo, de rencontrer des profils qui ont envie de partager, mais après que ce soit une femme, un homme, les nationalités, on s'en fiche.
c'est une non-question. Et par rapport à vos réalisations récentes, je donne 2 exemples. eSkills a réalisé pour le PFL une formation digitale sur le droit au respect pour toutes et tous, ou récemment aussi un projet sur le harcèlement. Vous m'avez appris que vous sélectionniez les mandats sur lesquels vous travaillez. Quels sont vos critères de sélection ? Alors, c'est vrai que finalement, c'est lié au fait que j'engage des gens qui sont passionnés. Pour qu'ils soient passionnés, il faut leur offrir des projets qui résonnent, des projets qui ont du sens. Donc, on choisit autant que possible. On choisit autant que possible des projets qui passionnent les porteurs de projets. On est souvent sur des thèmes liés à la RSE, on essaie de travailler avec des ONG. Ce qui compte aussi, c'est de travailler pour des clients qui nous respectent. On ne va pas chercher le profit à tout prix et faire le plus de projets ou d'argent possible. Parce que de nouveau, le plaisir, je crois que c'est vraiment une valeur clé dans l'entreprise. Peut-être que mes collaborateurs ne seraient pas tout à fait d'accord avec moi, je ne sais pas, mais on va avant tout chercher les projets qui nous passionnent et qui nous font plaisir. Et eux, les clients ou les clientes, est-ce que vous savez ce qu'ils et elles viennent chercher chez vous ? Alors, ils viennent chercher avant tout une très grande créativité, une grande originalité dans nos productions. Un côté local aussi. C'est vrai qu'on produit tout à Genève. On est une petite équipe, on fait tout de A à Z, ce qui n'est pas le cas pour d'autres entreprises dans mon secteur. Et puis, on a ce côté très suisse, c'est-à-dire qu'on est carré, on délivre de la qualité, c'est délivré à temps, il y a un service client qui est impeccable. Donc, voilà ce qu'on vient chercher chez nous. Ouais. Très bien, merci pour tous ces détails. Vous allez vers un monde meilleur, comme le titre de Laurent Pin sur LinkedIn. Il a intitulé son profil « Manager pour un monde meilleur ». Chez Eldora, votre intitulé de poste, j'avais dit qu'on y reviendrait, c'est « Responsable impact positif ». C'est un poste qui n'existait pas avant votre arrivée. Vous avez participé à sa création. Comment cela s'est-il passé ? Écoutez, ce qui est intéressant dans cet intitulé de poste, c'est qu'on ne parle pas des moyens, mais du résultat. Donc c'était aussi intéressant, parce qu'aujourd'hui, je crois que ce qu'on a besoin dans le RSE, c'est de plus en plus de résultats. C'est bien les actions, mais il faut aussi qu'on produise quelque chose. Donc c'est ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans ce titre. Donc voilà, je suis là pour que l'entreprise ait un impact positif sur son environnement. Sur le côté social, nous appartenons à la Fondation DSR. C'est dans nos gènes de travailler le côté social et d'avoir un impact positif au niveau social. Et par rapport à votre liberté que vous avez de marge de manœuvre, vous pouvez lancer plusieurs projets vraiment très diversifiés, ou est-ce que Eldora se concentre sur un aspect en particulier ? Non, les sujets, ils sont choisis dans notre... Donc, on a une team impact positif, donc notre groupe RSE, on l'a appelé comme ça. Et donc, on a une charte. Et en fait, on co-décide des projets qu'on va mener. Et évidemment, on fait appel un peu à la passion des gens. Hein. C'est un peu, les gens se proposent. Et on a Alessandra, par exemple, sur le projet d'intégration des personnes en difficulté, entre guillemets. Donc, elle est vraiment complètement passionnée. Et c'est très intéressant. Et vraiment, c'est un projet, du coup, qui avance. Quand on a des gens passionnés, ça marche toujours mieux. On préfère que les gens participent à la décision, amènent même leur projet. C'est encore parfait, c'est encore meilleur. Et après, mon objectif, c'est de soutenir ce projet pour qu'il arrive jusqu'au bout et qu'il se développe et qu'il prenne l'ampleur qu'on a envie. Depuis peu, Singa reçoit le soutien du secrétariat d'État aux migrations. Qu'est-ce que cet appui change pour vous ? Et dans un second temps, est-ce qu'on assiste, là il y a eu une création de postes spécial impact positif, est-ce qu'on assiste à une réelle évolution des mentalités, selon vous ? Donc c'est vrai que depuis 2023, on collabore au niveau fédéral. Donc c'est vraiment l'idée de réaliser plusieurs choses.
il y a cet agenda intégration au niveau des cantons et du fédéral qui donne un peu des lignes pour justement inclure les personnes dans le marché du travail. Et puis aujourd'hui, l'entrepreneuriat, si vous voulez, parmi les mesures, n'existe pas encore. Et on voit en fait que dans certains cas, pour certaines personnes, pour lesquelles trouver du travail, ça prend du temps et parfois c'est pas la bonne solution parce que la personne elle a des compétences, elle a un projet dans lequel elle croit. Du coup là, ce qu'on fait avec le secrétaire d'État aux migrations, c'est qu'on va voir au niveau des cantons. On travaille déjà à Zurich et à Genève. Et puis là, on va voir à Zug, Saint-Gall, parce que si vous voulez, à Zurich, on a aussi un incubateur. Et puis les gens en fait viennent très peu de Zurich, ils viennent de toute la région. Donc on a une de mes collègues qui s'occupe de la région de Zurich et de voir vraiment au niveau de chaque canton qu'est-ce qui peut être fait. Et puis vraiment notre vision pour le futur, c'est que chaque personne réfugiée qui a un projet puisse avoir accès au réseau et aux mentors et aux experts de Singa pour l'accompagner dans sa vision. Je pense que c'est aussi la manière de trouver du travail change aussi. On sait qu'aujourd'hui, pour trouver un travail, il faut aussi être entrepreneur soi-même. Donc voilà, ça va ça va dans cette idée-là. Et on travaille main dans la main avec les autorités. Et aujourd'hui, on est les seuls à faire ça à un niveau vraiment national. Annick Rivkin, est-ce que vous constatez également un changement dans les projets, les demandes d'accompagnement qui vous sont confiées? Est-ce que vous voyez plus de projets liés à la RSE? Alors, oui, il y a notamment beaucoup de demandes pour des projets liés au harcèlement sexuel, on a des demandes liées au genre, on a pas mal de demandes aussi liées à la finance durable. Si je reviens par exemple sur les questions de harcèlement sexuel, ce qui est important, c'est que la formation, ce ne soit pas un check in the box et voilà, parce que j'ai formé mes collaborateurs, je suis une société exemplaire, il faut ensuite que ça rentre dans la culture de l'entreprise. Donc, mais qu'est-ce que vous ressentez, vous? Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises font ça parce qu'elles doivent le faire, justement? Ou est-ce qu'il y a une certaine... Oui. D'accord. Comme ça, on l'a fait. Okay. C'est bien, on l'a fait. Mais ensuite, il faut que ce soit vraiment porté par tous dans l'entreprise, et en particulier par la direction et le management. C'est vrai que... Pour vous, ce n'est pas un problème si l'entreprise y va par obligation, parce que de toute façon, il y aura quand même des résultats au final. Alors, c'est bien de sensibiliser ses collaborateurs. Non, c'est formidable de sensibiliser ses collaborateurs, notamment avec des bonnes formations comme celles qu'on produit. Mais si ensuite il n'y a pas une vraie... si ensuite c'est pas porté dans la culture de l'entreprise, la sensibilisation ne sert pas à grand-chose. Ouais. Si ça a du sens. Oui. Enfin, ce que je voulais dire, c'était que, à vous entendre au début, j'avais compris que c'était mieux que rien. Mieux que rien. Mais effectivement, sur le long terme, ça ne tient pas. Voilà. Voilà. Et justement, les normes, les certifications, les autres labels en faveur de l'inclusion et de l'égalité fleurissent. Et c'est toujours dur de savoir si on a affaire à de l'ethics washing ou pas. Lynn Berthollet, que pensez-vous, par exemple, du label LGBTI obtenu, entre autres, par Firmenich? Est-ce que vous en avez entendu parler? Alors non seulement j'ai entendu parler, mais on a accompagné Firmenich pour obtenir le label. Donc oui, écoutez, je pense que c'est ce qui est clair et ce qu'a dit ma préopinante est fondamental, quoi. Il y a un moment donné, il faut changer la culture. Et la culture, elle change que depuis la tête. Si ce n'est pas soutenu par la tête, vous pouvez avoir des collaboratrices et des collaborateurs hyper engagés, ils vont s'épuiser à essayer de faire changer les choses, puis quand ils demanderont un budget pour ceci ou un moment pour cela, ou etc., ils feront la plupart du temps cela en plus de leur travail parce que ça ne fera pas partie des objectifs stratégiques. C'est compliqué. Je pense qu'à l'époque, dans cette entreprise et d'autres qu'on a conseillées, ce n'était pas la sensibilité globale de la tête. Donc, c'est compliqué pour les gens, même à un niveau DRH ou comme ça, de vouloir apporter quelque chose si on revient toujours à des indicateurs qui sont purement des indicateurs financiers.
Pour moi, je pense qu'on peut changer, entre autres, la culture d'une entreprise et la culture du middle management, etc. Si ces gens à qui on donne des objectifs ont aussi des objectifs de diversité. Parce que si leurs seuls objectifs, c'est le return on equity ou le return on investment, et puis il faut produire plus avec moins, ils vont jamais penser à la diversité et il y a encore assez peu d'indicateurs qui démontrent, notamment pour des sociétés qui ne sont pas cotées, et c'est l'immense majorité des sociétés, que la diversité apporte vraiment une meilleure valorisation de l'entreprise et meilleure. Après, c'est vrai aujourd'hui qu'en Suisse, on nous annonce près de 400 000 postes vacants et à pourvoir. Il faudra bien utiliser en partie la diversité, mais si elle est vue comme un mal nécessaire, ça sera pas gagné d'avance. Donc, l'obtention d'un label, je vais vous dire, je travaillais dans une banque privée. Entre 2015 et 2020, on est passé, j'étais membre de direction, donc j'avais un chef, plus après les associés. On est passé de 10,1 à 10,7% de femmes membres de la direction en 5 ans. Et le Collège des associés s'est réjoui le jour de la femme 2020 de dire nous avons fait de grands progrès. Et moi, j'ai dit à mon chef que j'étais absolument sidéré d'un tel discours. Et puis, on avait un magnifique label qui s'appelle B Corp, qui disait qu'on était super top, quoi. Donc, moi, je pense que le label, il ne faut pas trop le critiquer parce que ça peut être un point d'entrée pour essayer de faire avancer les choses. Mais si en haut, le but d'avoir un label, c'est juste de pouvoir mettre sur le site internet un joli logo et puis dire, voyez, on est green, on est pink, on est tout ce qu'on veut, mais en fait, finalement, on ne change rien. Ça va prendre du temps. Après, ça peut aussi donner un peu d'incentive à des gens pour dire, mais écoutez, on a un label, maintenant, il faut qu'on le justifie. Mais franchement, la culture, c'est fondamental. Là, on travaille avec l'université pour créer un CAS dont l'annonce se fera en janvier en inclusion des diversités, donc un certificat of Advanced Studies en inclusion des diversités pour toutes les diversités. On travaille avec des gens du handicap, etc. Et un des points essentiels, c'est de travailler la culture de l'entreprise et de définir des indicateurs qui mesurent cette culture. Laurent Pin, est-ce qu'après ça, vous allez réussir à redorer le blason des labels? Eldora vient de recevoir la certification internationale CEDEX. Quels critères sont exigés par cette dernière? Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le gros travail, c'est le travail sur les gouvernances en RSE. C'est un très, très gros travail. On parle de diversité. Déjà, les diversités dans la gouvernance, je pense que là, c'est vraiment un point faible. Nous avons déjà travaillé, je pense, la gouvernance depuis pratiquement 1 an et demi maintenant, uniquement au niveau de la gouvernance, avant de déployer plus bas. Notre conseil d'administration est passé à 30% donc, de femmes et notre comité de direction est passé dernièrement avec 2 nominations de femmes également à 33% de parité. Donc, quand on donne un tel exemple depuis en haut sur la parité, évidemment que moi j'ai 17%, c'est beaucoup plus j'ai 17% comme chiffre sur les documents. C'est sur les managers d'hôtels, de restaurants, les 17%. D'accord, j'ai pas sur le comité de direction. Comité de direction, 17%. Oui, c'est ce que je vous ai dit, ils viennent d'être nommés, donc on est passé à 33% depuis 2023 et le rapport date de 2022, celui que vous avez. D'accord. Voilà, donc, très bien. C'est justement un bon signe. Alors sur cette certification CEDEX, je pense que les certifications, c'est aussi un regard externe pour dire qu'on fait les choses bien. Donc, alors évidemment, on ne fait jamais tout forcément parfaitement, mais la particularité de cet audit CEDEX, c'est il se passe en 2 parties. D'une partie, il va venir évidemment auditer les procédures internes, est-ce qu'on respecte les droits de l'homme, les droits du travail. Mais après, il va réaliser des audits dans les restaurants. Donc, ils ont audité à peu près 70 personnes dans nos restaurants. Et c'est des audits où l'encadrement n'a pas le droit d'être présent. On ne sait pas ce qui s'y dit. Et vraiment, l'objectif, c'est que les gens puissent parler librement. Et puis, en fait, l'auditeur, après, fait le point entre les questions qu'il a posées, le retour des employés d'Eldora, et puis les procédures qui ont été vendues au siège. Donc, s'il y a un trop grand décalage, vous n'êtes pas certifié. Donc, je pense que ça, c'est un travail assez intéressant. Les gens sont choisis au hasard, les restaurants sont choisis au hasard. On n'a aucune main là-dessus. Il n'y a aucun personnel d'encadrement lors des interviews.
tout reste confidentiel. Donc, je pense que c'est une certification intéressante. On fait une autre certification aussi, c'est aussi l'OGIB pour certifier l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Ça aussi, ça me paraît important. Donc là, on a un certificat qui a été validé par une fiduciaire et qui certifie qu'il y a une égalité des salaires chez Eldora. Tout à l'heure, Lynn Berthelet, vous parliez des biais de notre société. Effectivement, donc, l'un des obstacles à plus d'égalité, c'est la distorsion de la réalité qu'induit la société patriarcale. Comment reconnaître une discrimination lorsqu'on baigne, lorsqu'on est habitué à certaines depuis l'enfance? Avant votre transition, lorsque vous parliez à vos amies femmes de votre prochain changement d'identité, certaines se sont étonnées. Tu es fou, tu vas perdre tous tes privilèges. Et la réalité, c'est qu'en tant qu'homme, vous n'aviez pas entièrement conscience de ces avantages et de ce pouvoir que vous alliez perdre en devenant une femme. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce choc? Oui. D'ailleurs, ce n'était pas certaines, hein, c'était toutes. Toutes mes amies m'ont dit « Je ne comprends pas pourquoi tu vas faire cette transition, tu vas perdre tous tes privilèges. » Et moi, je pensais effectivement, je pense que je suis un peu mieux payé dans une banque privée en tant qu'homme que femme, mais ils ne vont quand même pas oser baisser mon salaire. Si, ils ont baissé mon salaire. Et puis je ne me rendais pas compte de beaucoup de choses implicites. Oui, effectivement. Par exemple, les idées que j'apportais en tant que femme, elles ont été pratiquement tout le temps ignorées. Au point qu'un jour, j'ai dit à mon chef, « Mais tu sais, je n'ai pas été opéré du cerveau. Hein. » Et je me faisais beaucoup plus souvent couper la parole. Ou bien un point que je remarque vraiment beaucoup, y compris dans le monde politique d'ailleurs, c'est cette capacité qu'a le mâle de reprendre ce qu'une femelle vient de dire, de le reformuler en disant exactement la même chose, et après tout le monde va dire « Ah mais c'est super l'idée qu'il a eue ». Et la femme dit « Ah ouais, bon ». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été préformaté par ces stéréotypes depuis toute petite. Ça m'insupporte, mais je trouve ça insupportable, quoi, parce que je ne suis pas du tout. Et ça m'insupporte encore plus quand une femme dit, je lui dis, mais t'as vu là ce qu'il vient de faire ou comme ça? Puis que j'entends, c'est pas grave. Ça, c'est le mot des femmes. C'est pas grave. Si, c'est très grave, mesdames. Il faut qu'on se réveille aussi. Il faut revendiquer la place. Il faut la prendre aussi. Et puis, c'est très grave de se faire mansplainer ou couper, se faire interrompre quand on parle. Et il faut moi, j'ai des amis dans l'éducation, par exemple, une rectrice d'une HES qui me disait, moi, quand on me fait ça, je dis, je vous remercie bien d'avoir reformulé mon idée, mais je crois que tout le monde avait compris. Et voilà, mais il faut oser le faire. Et puis, c'est un travail sur soi. Il faut sortir. Nous aussi, les femmes, on doit sortir de notre zone de confort. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, c'est d'expliquer aux hommes qu'ils ne vont pas perdre des choses. Ils vont changer certains de leurs pouvoirs. Ils vont peut-être avoir moins de pouvoir décisionnel, mais ils auront plus de temps avec leurs enfants. Ils auront plus de qualité de vie. Et qu'il y a aussi des choses à gagner à mieux répartir le pouvoir. J'avais une question pour vous pour plus tard, mais je vous sens lancée, alors je vais la poser maintenant. Pour supprimer les inégalités, est-ce qu'il ne faudrait pas, avant tout, supprimer la notion de genre? Est-ce que cette construction sociale est nécessaire? Ce ne serait pas plus simple de considérer chaque individu comme une personne et, par exemple, arrêter l'expression de genre? Dans un monde parfait, oui. Sauf que moi, c'était un peu mon idée quand j'ai fait ma transition, puis que j'ai dû me battre pour changer le M en F dans mon passeport, dans l'ancien système en plus. Et je me disais, mais en fait, il faudrait enlever ce M et ce F. Puis en discutant avec des femmes féministes de longue date, on se rend compte que si on fait ça, il n'y aura plus la LEG, qui est quand même un des outils pour essayer de faire évoluer les choses. Et en fait, non, je pense que on le voit déjà, on est en train de perdre les derniers petits avantages qu'on avait en tant que femme, qui devraient être des avantages pour négocier des progrès au niveau salarial, au niveau des crèches, au niveau du congé parental, etc. On a perdu l'avantage de l'âge de la retraite, hein, où on nous a promis plein de choses qui ne sont pas du tout en train d'arriver. Maintenant, on a entendu dans ces élections fédérales des partis de droite dire « Ah, mais il faudrait un service pour tous, pour les hommes et
les femmes, en oubliant que les femmes font 85% du care gratuitement dans ce pays, ce qui représente plusieurs dizaines de milliards. Voilà. Donc on est en train d'essayer de dire, et puis c'est chaque fois au nom de l'égalité, mais cette égalité, elle se fait où la femme perd les quelques avantages qu'elle avait à être femme, sans gagner. Ok, moi j'ai aucun problème qu'on supprime la question du genre dans les papiers, dans tout. Le jour où vous aurez parfois 100% de femmes dans les comités de direction, 100% de femmes dans les conseils d'administration, et puis qu'on ne dira pas ah oui, mais c'est des femmes, et puis elles sont là parce que c'est des femmes, mais qu'on dira c'est parce qu'elles sont les plus compétentes. Et puis comme on le dit, c'est un peu un truisme, mais moi j'aime bien le dire de temps en temps parce que je l'ai quand même beaucoup vécu. La vraie égalité, c'est quand il y aura autant de femmes incompétentes dans des postes clés qu'il y a aujourd'hui d'hommes incompétents dans des postes clés, quoi. Tout à fait. Donc évoluer voilà, avec un nouveau genre, ça peut représenter un challenge, mais évoluer dans un monde nouveau, ça peut aussi surprendre. Rabat Oumam, quel fonctionnement ou coutume de notre pays vous a le plus déstabilisé? Alors, moi, je trouve qu'il y a des points négatifs, il y a des points positifs aussi. Ici en Suisse, je trouve qu'on peut dire au Yémen, les gens ne respectent pas le temps. Mais la vie là-bas, je trouve qu'elle est moins stressante. Aussi, les gens peuvent voir, rester, je peux passer beaucoup de temps avec la famille. Par rapport ici en Suisse, moi je trouve, c'est vrai, les gens ici respectent le temps et le temps est vraiment très précieux, je peux dire. Mais je trouve que les gens, la vie est plus stressante ici et les gens passent plus de temps avec des collègues au travail qu'avec leur propre famille. Mm-hmm. Et avec Nouri, maintenant, moi je travaille, mon entreprise, ça m'a donné aussi la flexibilité de travailler. Comme ça, je ne suis pas forcée de passer peut-être 3 mois, comment je dis ça, longtemps au travail. Mais comme ça, il y a moi qui comment je dis ça, qui décide combien de temps je travaille, combien de temps je reste avec ma famille. Voilà. Ouais. Au Yémen, les gens ne respectent pas le temps, mais ils prennent le temps. Mais en tout cas, merci. C'est une transition toute trouvée vers l'avant-dernière question. Ce sera bientôt à vous. Je vous dis ça comme ça, vous avez le temps de formuler les phrases dans votre tête et d'être très près quand les micros circuleront. Pour ce qui est de conciliation, vie familiale et vie professionnelle, Annick Rivkin, j'avais envie d'entendre comment vous fonctionnez parce que vous m'avez dit des choses très intéressantes sur le fait que vos employés peuvent choisir le temps partiel et également le mode de vie nomade. Alors, qu'est-ce que cela signifie et puis comment ça s'organise ? Alors, au niveau du temps partiel, ce qui est assez atypique chez nous, c'est que ce sont 2 hommes qui ont des enfants et qui travaillent à temps partiel. Mais voilà, c'est très bien parce qu'ils ont du temps pour gérer leur famille. Combien de pourcents ? Ils sont à 80%. Voilà. J'ai aussi une collaboratrice qui n'a pas d'enfant, qui est à 60%, maintenant elle est nouveau à 80%. Après, ce qui compte... Honnêtement, c'est le résultat. Donc, chacun travaille d'où il veut, quand il peut. On souhaite aussi se retrouver. Donc, en début de semaine, en général, on est tous au bureau, mais il y a une grande flexibilité ensuite au niveau du télétravail, parce que ce qui est important finalement, c'est que les choses soient livrées, que les projets soient bien effectués. Et au niveau de l'expérience nomade, c'est vrai que j'avais un collaborateur très cher qui m'a annoncé il y a 1 an et demi, j'ai envie de faire une expérience à l'étranger avec ma famille. On va pas. J'ai 2 petites filles, c'est le moment de partir. J'ai envie de voir du pays. Est-ce que je peux continuer à travailler pour eSkills, mais en tant que consultant ?
Et moi, je n'avais pas envie de le perdre. Donc, je lui ai proposé de continuer à travailler pour eSkills en tant que salarié, en digital nomade. Il est parti finalement en République dominicaine. Il a passé une année en République dominicaine et il a continué à travailler pour l'entreprise. Il se levait très, très tôt le matin, mais ça lui permettait aussi de s'occuper de ses filles l'après-midi. Et puis, ça a fonctionné très, très bien. Donc, voilà. Finalement, quand on veut que les choses se passent bien, elles se passent bien. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez, cher public, envie de prendre la parole maintenant ou est-ce que peut-être on fait un rapide tour de table avec chacune, vous me dites une prochaine action de votre association ou entreprise. Par exemple, Céline Berthelet, que vous allez effectuer une étude avec l'Université de Genève pour récolter des chiffres. Quels chiffres vous intéressent exactement et pourquoi ces données sont importantes ? Oui, effectivement, on n'existe que quand on a des chiffres. Donc aujourd'hui, dans le domaine de l'inclusion, notamment des personnes transgenres, il n'y a pratiquement pas de chiffres. Il y a eu cette étude très brève en 2017, mais autrement, il y a très peu de chiffres. Donc ce que j'aimerais faire, c'est une étude où vraiment approfondie sur le marché de l'emploi, mais déjà de la formation en emploi jusqu'aux personnes, les gens les plus jeunes qu'on accompagne chez nous, ils ont 4 ans, mais les plus âgés, ils ont 72 ans. Hein, donc on a une grande variété. Et de voir comment la transition impacte leur vie professionnelle et pourquoi on a ce taux de 40% de personnes transgenres qui se retrouvent finalement après la période de chômage à l'aide sociale. C'est juste assez fou, avec beaucoup de gens qui aimeraient et qui avaient des jobs avant. C'est pas qu'ils sont devenus incompétents. C'est que, voilà. Et dans cette étude transfert de 2017, il y avait 20%, un peu plus, 26% des entreprises qui disaient « Nous, à compétences égales, on n'engagerait pas une personne transgenre ». Et qui osaient le dire. Donc, ça veut dire que c'est celle qui le disait. Donc, après, on peut imaginer qu'il y en avait beaucoup qui ne le disaient pas. Et, alors que pourtant, c'est plutôt un parcours de vie qui apporte quelque chose à la personne. Il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de voilà. Donc on va effectivement lever des fonds l'année prochaine pour financer avec l'UNI une étude sur le marché de l'emploi, sur les personnes en transition, on va dire transgenres ou non binaires, sur le marché de l'emploi. Laurent Pin, rapidement, un prochain projet. Alors, nous, dans notre équipe Team Impact, on a un doux rêve, ça serait de créer un café joyeux à Genève, pour ceux qui connaissent le concept. Donc voilà, peut-être pas nous, mais participer à ce projet. Je fais un appel s'il y en a. Et on s'est rapproché un peu d'une association genevoise, Actif. Et peut-être, voilà, moi j'ai déjà contacté Café Joyeux en France. Et ça fait... C'est dans notre esprit, mais ça va prendre un peu de temps. Merci. Élodie de Brito. Pour nous, la suite, c'est aussi pouvoir continuer à accompagner les personnes qui font l'incubateur. On a 40 entreprises créées, la plupart encore actives, 15 personnes sur le point de créer. Donc voilà, s'il y a des personnes intéressées à collaborer au niveau de votre entreprise ou en tant qu'individu pour continuer à soutenir ces porteurs de projets, ben voilà, je suis à l'apéro, donc on pourra discuter. Merci. Annick Rivkin, un dernier mot. Alors pour nous, c'est vraiment continuer à développer des projets de formation liés entre autres à la RSE parce qu'on s'est rendu compte que notre plus grand levier d'action, c'était d'exercer notre métier. On devient démultiplicateur lorsqu'on fait des projets où on explique quelque chose qui a du sens. Merci beaucoup. Est-ce que les micros sont déjà distribués ? Ou non, ils sont sur le côté. Là, il y a une dame qui a envie de parler. Je pense que ça va être la première question. Oui, allez-y. Alors, bonsoir. Merci beaucoup pour cet échange et j'aime bien dire authentique. Pour les questions surtout qui ont permis d'avoir des réponses authentiques. Vous avez présenté différents aspects de la diversité. C'est une bonne chose. Mais je regrette que la notion d'intersectionnalité n'ait pas été abordée. Alors ma question pour chacun et chacune d'entre vous, c'est comment est-ce que vous abordez justement cette notion dans la mise en œuvre de vos solutions ? Et peut-être j'ai oublié de me présenter, je suis Joëlle Payom, je suis la fondatrice de Résilience, qui est une organisation qui œuvre pour renforcer l'inclusion dans le monde du travail, avec un focus sur le harcèlement spécifiquement, et avec une approche
systémique, holistique et bien évidemment intersectionnelle. Merci. Est-ce que votre question s'adresse à une intervenante ou un intervenant en particulier? Qui a envie de prendre la parole? Lynn Berthelet. Oui, je pense que c'est une question qui est vraiment clé. Par exemple, dans le casque, il y a 3 ans, je suis allé rencontrer l'Uni de Lausanne, l'Uni de Genève, les PFL, pour leur dire on pourrait faire un casque au niveau vraiment pour former les responsables de la diversité, mais je ne veux pas qu'on aborde la diversité par catégorie de diversité. En fait, il y a souvent les mêmes problèmes à la base, qui sont les biais inconscients, les stéréotypes contre les personnes en surpoids, contre les personnes à mobilité réduite, etc. Si j'étais quelqu'un à mobilité réduite, je dirais franchement, c'est LGBT, j'en ai plein le cul. Franchement, parce qu'on n'entend parler que d'eux, et puis nous, on est 10 fois plus nombreux qu'eux, et on ne fait rien pour nous. Ou très peu. Et donc, j'ai été voir ces gens, et finalement, à Lausanne, on m'a demandé si j'habitais à Lausanne, puis j'ai dit non, j'habite Genève. Mais enfin bon, finalement, c'est qu'avec l'Université de Genève qu'on a décidé de faire un CAS qui est justement intersectionnel, où on ne va pas aborder la question des diversités par diversité, des LGBT, des personnes. Alors, on est dans le comité directeur des gens qui représentent plusieurs diversités, mais avec cette volonté de dire, mais il y a des personnes en surpoids qui sont trans, il y a beaucoup de personnes issues de la migration qui sont LGBT, il y a des personnes en surpoids qui sont de couleur, etc. Et il faut traiter pourquoi il y a ces discriminations sur le plan du travail. Ça sera essentiellement lié au marché du travail. Et pourquoi? Et c'est fondamental. Après, il faut pour ça identifier les mécanismes plutôt que les types de diversité. Même si on est soi-même issu plutôt... Moi, j'ai le privilège d'avoir été jusqu'à 50 ans un homme blanc, hétéro, cisgenre, en position de pouvoir en plus, puis j'étais cadre supérieur dans une banque, etc. Donc je sais très bien que j'ai des graves lacunes quand je veux parler des diversités d'une femme issue de la migration, lesbienne par exemple. Donc, mais par contre, je sais quels sont les mécanismes qui vont s'accumuler pour faire en sorte que sa vie va être très compliquée. Et il faut penser mécanisme plutôt que type de diversité. Pour moi, c'est ça qui permet de mieux traiter l'intersectionnalité. Laurent Pin, vous approuvez? Vous avez envie d'ajouter quelque chose? Oui, je crois que si on commence à prendre chaque type de diversité, c'est difficile déjà de toutes les traiter. Je voudrais juste en citer une dont on n'a pas parlé, mais qui finalement apparaît, c'est l'interprofessionnalisme. Quand vous prenez des annonces où on vous demande 10 ans d'expérience dans un métier précis, déjà, on tue une certaine diversité. Moi, j'ai un peu connu ça quand je suis venu de l'automobile. Je suis arrivé dans l'horlogerie, on m'a dit « tu vas rien connaître à l'horlogerie ». Alors peut-être j'avais un retard sur l'horlogerie, mais j'ai amené tellement de choses de l'automobile qu'on a progressé sur beaucoup d'aspects. Donc je crois qu'effectivement, il faut voir ça globalement. Autrement, on va toujours rater quelque chose. On va prendre une autre question. Là, au deuxième rang, on a quelqu'un qui est intéressé. Allez, les gens qui distribuent les micros, on se motive là. Je sais que c'était long d'attendre, mais... Bonjour, je m'appelle Francisco Sanchez, je suis conseiller municipal à Meyrin. Alors tout d'abord, un grand merci aux intervenants pour leur partage d'expérience en lien avec la responsabilité sociale des entreprises. Moi, j'ai une question qui s'adresse à monsieur Laurent Pin. La fondation DSR est propriétaire d'Eldora. Elle a transféré ses activités d'exploitation à la société en 2015. Donc, la fondation DSR à la société Eldora. La Fondation a pour but dans ses statuts notamment de contribuer à la santé et au bien-être des personnes en relation avec elle. Vous êtes donc en relation avec la Fondation et avez mentionné des indicateurs de mesure à ce sujet pour vos collaborateurs. J'ai entendu notamment CEDEX, qui est la certification concernant la chaîne d'approvisionnement éthique, et l'outil d'analyse de l'égalité salariale de la Confédération, le GIB. Vous me corrigez si je me trompe. Est-ce que vous avez d'autres exemples à mentionner concernant votre contribution à la santé et au bien-être de vos collaborateurs, Eldora? Alors, on a une enquête interne qui est faite tous les 2 ans et qui mesure la satisfaction et le bien-être des collaborateurs. C'est aussi un des objectifs, ce baromètre de bien-être dans les années à venir. On pense qu'on doit beaucoup progresser sur ce sujet, pour être honnête. Et on a un métier difficile
Et le baromètre de bien-être des collaborateurs, on a fait un embryon il y a 2 ans sur notre enquête interne. Et maintenant, c'est un objectif d'ailleurs très important, un des 5 objectifs majeurs que nous a donné le conseil d'administration, qui est le bien-être des collaborateurs. Donc c'est complètement inscrit dans notre projet Empreinte Plus qui jusqu'à 2027. Donc pour l'instant, je dirais, on n'a pas encore ce baromètre, on y travaille, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ce baromètre de bien-être des collaborateurs. Et je pense que ça contribue à l'image employeur, ça contribue à pouvoir recruter plus facilement des collaborateurs, parce que ce n'est pas facile aujourd'hui de recruter des collaborateurs dans notre secteur d'activité. Donc, c'est vraiment un sujet important pour nous. Juste, la fondation, nous, on n'a pas accès directement à la fondation, on a accès à un conseil d'administration et on communique cette année sur l'ensemble. En fait, nos revenus remontent à la fondation distribue et cette année, on communique sur notre rapport de développement durable l'ensemble des distributions de la fondation. Une autre question encore ou on passe à la suite des festivités? Non, alors apparemment, il n'y a pas d'autres questions, ça va être adjugé comme ça. Par contre, moi, je vais vous poser une question. C'est qu'est-ce qui vous restera en tête demain suite à cette soirée? Et en attendant que vous répondiez, donc de nouveau pour celles et ceux qui ont bien suivi, c'est de nouveau l'application Slido. En attendant que vous répondiez, merci beaucoup à nos intervenantes et à notre intervenant. Et merci également à vous pour votre attention. Ça prend un petit peu de temps à écrire. Alors, en attendant, je vais profiter d'appeler la maire de Meyrin, Nathalie Lelienberger, et Esther Houm, la présidente du conseil municipal, à gagner leur pupitre. Comme ça, le temps qu'elles se... Prenez tout votre temps pour vous déplacer. C'est le temps qu'on ait des mots qui apparaissent sur... Elles sont trop en forme, en fait. Difficultés, les diversités, respect, innovation, ethic washing, le pendant au greenwashing, courage, quel jeu de mots, diversité, le progrès, l'agisme, défi. Il y a quand même pas mal de positifs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Esther et Nathalie. Impressionnant. Alors, ethic washing. Il faut faire gaffe. Biais inconscient. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Et mesdames, je vous cède la parole. Volontiers. Merci, bravo. Est-ce que vous voulez bien nous remettre le nuage de mots qu'on avait avant, s'il vous plaît? Merci. Alors, Nathalie, est-ce que tu as l'impression que mon petit espoir au début de cette rencontre que j'ai formulé en disant qu'il nous faudrait un avant et un après, instant MEF du 6 décembre 2023. Est-ce qu'on est en bonne voie? Alors, sans langue de bois et avant la gueule de bois, je propose qu'on aille boire un verre et qu'on se repose la question après. Je crois qu'on a reçu une densité de témoignages, d'expériences, puis je suis très touchée. Je vous remercie, c'était très riche, très encourageant aussi, réconfortant, j'ai envie de dire. Donc pour moi, oui, ça marque un après, en tout cas dans mon état personnel. Peut-être que voilà, ça je peux en tout cas l'exprimer, puis encore vous remercier. Je me sens enrichie. Et puis avec l'envie de remonter mes manches encore plus haut pour effectivement continuer. Et pour toi? Alors, je suis, je crois, une incorrigible optimiste et déterminée
Donc, optimiste et déterminé, j'ai envie de dire que c'est ce qui ressort aussi de tout ce que vous avez partagé. On a pu voir que si la diversité, on l'a tous et toutes un peu au bout des lèvres, en fait, en réalité, il faut travailler à la créer et qu'il ne suffit pas de la souhaiter. C'était très intéressant d'avoir quelqu'un qui mette sur son LinkedIn entrepreneur pour un monde meilleur. Je pense que les mots sont forts, les mots signifient quelque chose, et les afficher comme vous le faites, ça fait partie de la route. Donc, des personnes déterminées, des personnes qui agissent, c'est ce que vous faites dans toutes vos initiatives, et je crois que ce que ça lance aussi comme message, c'est de ne pas se décourager. On voit bien que nos premières slides, en tout cas, elles nous montraient ce décalage entre... qu'on retrouvait le problème d'une grosse présence de femmes dans certains domaines et leur absence dans d'autres, que ça n'avait pas beaucoup évolué. Mais j'ai envie de croire, et je pense qu'il faut d'ailleurs croire qu'avec des actions très concrètes, comme celles que vous menez, eh bien, on voit des choses changer. Donc vous avez pu dire, et c'était très intéressant de se rendre compte que le domaine de la restauration, c'est quand même un domaine où on n'a pas de difficulté à avoir la parité. Par contre, quand on s'élève à des niveaux plus élevés, eh bien, la question se repose. Donc, il faut bien mettre les choses à plat en avant. Et j'ai bien aimé aussi cette partie où on dit que le changement, ça vient d'abord dans la... Ça passe dans la tête. Voilà, dans la tête, tout en haut. Si on n'y va pas, eh bien, on a beau vouloir... plus bas du changement, il n'arrivera pas. Pas seulement. Je pense que c'est peut-être deux initiatives qui peuvent se prendre et un jour se rejoindre. Il faut que ça change de partout. Moi, c'est surtout ça que j'ai compris. Le changement, ça doit se passer dans la tête des hommes comme dans la tête des femmes. Aussi. C'est vrai qu'avec Esther, on s'est dit aussi que, oui, on peut être fière et vraiment très satisfaite d'être arrivée à la tête de nos instances démocratiques. Ça reste vrai que nous-mêmes, si on se donne les moyens de cultiver ce qu'on appelle une sororité politique, c'est parce qu'on pourrait avoir tendance parfois à adopter les mêmes codes de violence, de domination. C'est des places de pouvoir, et le pouvoir, ça peut avoir le même effet sur un homme que sur une femme. Donc il s'agit de savoir rester vigilant, effectivement, et puis de cultiver cette envie du changement. Ça, j'ai aussi retenu, c'était très inspirant. De se dire que finalement on a la liberté de choisir des projets qui nous inspirent, des projets qui élèvent une passion aussi. On a la liberté de choisir de rester en lien avec des personnes qui ont envie que ça change. Et pour ça, je vous remercie encore toutes et tous aussi pour votre présence. Parce que je crois que si nous sommes là, c'est parce que c'est le cas. Et donc on se fait du bien, et puis ça passe bien. Et ouais, qu'on aille de l'avant comme ça. Absolument, surtout qu'aller de l'avant, ça veut dire peut-être aussi, Nathalie, je ne sais pas si c'est le moment de le faire maintenant, de dire où il y a Denis qui va avoir ce mot-là, donc on le lui laissera. Oui. Mais je voulais juste peut-être aussi encore, peut-être aussi remercier pour les questions qui sont venues du public, notamment celles sur l'intersectionnalité, parce que les réponses qui ont été proposées. En y allant diversité par diversité, comme notre animatrice l'a fait, j'ai beaucoup aussi aimé ce moment-là de dire qu'en fait, il y a plusieurs diversités. Et nous, dans notre préparation, ce qu'on mettait aussi en avant, c'est de dire qu'en fait, dans cette salle, il n'y a personne qui est pareil à personne. Comment ça se fait donc, en fait, qu'on soit aujourd'hui à se poser même la question de la diversité? Ça devrait être une évidence, mais ça ne l'est pas. Il ne faut pas se voiler la face. Et donc, il y a tout un chemin à faire pour qu'on en arrive à quelque chose de bien acceptable, et que peut-être penser avec cette notion d'intersectionnalité où je vais peut-être pas avoir toute la liste des diversités, mais je pourrais peut-être me poser la question pour chacune de ces diversités, pour chaque personne que j'ai en face, ou pour chaque thème que je traite, comment la personne est impactée par d'autres types de choses, avoir toujours en tête d'autres types de discrimination possible, puisque en fait l'expérience qui vient de cette intersection-là, elle est unique. On parle souvent de cumul, c'est juste quelque chose d'unique, parce qu'on ne peut juste pas séparer les discriminations qui se rencontrent comme ça.
Et donc, penser depuis ce point de vue-là, c'est un enrichissement. Merci d'avoir apporté ça dans la discussion. Et puis enfin, peut-être que pour un rendez-vous qu'on va devoir réorganiser parce qu'on n'aura pas fini d'explorer cette question de l'inclusion, de la diversité, de la responsabilité sociétale de nos entreprises, avoir le réflexe d'inviter Madame Anne Hiltpold aussi, en charge du DIP. Parce que s'il y a une chose qui reste vraie, on n'en a peut-être pas parlé, mais c'est les enfants. La génération de demain qui doit affronter ce monde vulnérable, incertain, enfin je me souviens plus, VUCA, tout ce que ça raconte. Peut-être qu'il conviendrait aussi de transformer la manière dont on apprend à acquérir des compétences, comment on se maintient dans une certaine agilité et comment on acquiert les outils nécessaires à inventer le monde de demain. C'est pas tout simple, ça relève d'une certaine complexité. Donc ça, moi, je le retiens aussi. Et qui devient le mot le plus grand sur notre nuage. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Je pense qu'on partage cela. Comme c'était le plus gros, je ne l'avais pas vu. La complexité, en effet. Et puis enfin, au nom de Madame Oum et moi-même, les autorités communales, eh bien, nous vous remercions beaucoup pour votre participation, votre attention, vos contributions. J'aimerais aussi de tout cœur remercier les superbes équipes de notre administration, en particulier le service de la communication et des affaires économiques, qui nous préparent jusque dans les moindres détails toute cette belle manifestation pour qu'on se sente bien, pour créer un contexte dans lequel, justement, nos échanges deviennent conviviaux et agréables. Je pense qu'on peut les applaudir aussi pour les remercier. Et moi, j'aimerais aussi déjà remercier à l'avance les personnes qui nous ont préparé le bel apéro qui nous attend après. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Madame. Merci, Madame. Maintenant, on fait un saut de super-héroïne. Madame la maire, Madame la présidente du conseil municipal, mesdames et messieurs, un grand merci pour cette soirée. J'aimerais encore chaleureusement remercier Marie-Ève pour tout ce qu'elle a subi et tout le travail de préparation qu'elle a réalisé pour cette soirée. Et puis, bien entendu, un grand merci à Annick, un grand merci à Rabat, un grand merci à Elodie, un grand merci à Laurent et à Lynn. De tellement belles rencontres, c'était magnifique et on a pris énormément de plaisir à préparer cette soirée avec vous. Je suis le dernier rempart qui vous sépare de l'apéro et déjà vous me détestez. Avant de tomber de l'estrade, j'ai juste fait une promesse à Madame Chenchin qui nous a demandé de vous rappeler qu'il existe un prix de l'économie, le Grand Prix de l'économie qui récompense le prix les entreprises qui font preuve d'égalité. Vous pouvez proposer votre candidature en qualité d'entreprise, vous proposez une entreprise qui vous semble exemplaire dans ce domaine. C'est un concours qui a lieu en 2024. Et bien qu'elle soit malade, et on pense très fort à elle parce qu'elle aurait apporté une contribution importante également à ce débat, qui était déjà extrêmement riche, ça nous semblait important de le relever ici. Enfin, vous allez recevoir un lien qui vous demande quelle est votre expérience. Ce retour d'expérience, pour nous, il est essentiel parce que c'est grâce à votre voix que nous allons faire évoluer et que nous continuons de faire évoluer cet événement. Parce qu'en fait, si on est là ce soir, c'est aussi et principalement pour vous et grâce à vous. Et il nous tient à cœur de faire en sorte que la qualité de l'événement réponde à vos attentes et on a toujours à cœur de faire évoluer cet événement pour qu'il soit au plus près de vos attentes et des attentes de notre conseil administratif qui nous fait confiance aussi dans cette organisation. Et puis enfin, vous annoncez un prochain rendez-vous le 23 mai. On parlera de bonheur au travail, illusion ou réalité. Et peut-être que nous aurons des magiciens dans la salle. Voilà. Je crois que le temps est venu de passer à la célébration. Vous remerciez encore, cher public et
l'ensemble de nos participants pour cette magnifique soirée que nous avons passée ensemble. Vous avez choisi de ne pas aller faire du karaoké au Victoria Hall. Je vous en suis infiniment reconnaissant. On se réjouit de vous retrouver pour l'apéritif en vous souhaitant de très très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Thank you.